Merci à toute l'organisation pour cet événement. Effectivement, vaste sujet d'intervenir sur les médias, sur le journalisme et sur l'indépendance de ma profession, qui commence un peu à s'étioler. Petite anecdote, hier on arrive avec mon collègue et on est très bien accueillis dans un gîte pas très loin par des charmantes personnes. Et le monsieur qui nous accueille, en rigolant, nous dit alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon bah l'autre il appuie sur le bouton nucléaire, est-ce qu'il faut que je me mette un bunker et tout? Alors nous ça fait des semaines qu'on regarde plus trop les médias, en revenant de vacances, on s'est mis un petit cocon de tranquillité, de sécurité psychologique pour respirer. Donc moi je suis pas du tout au courant de ce qui se passe en Ukraine, on a déjà d'autres grilles de lecture en ce moment nous, donc voilà, on a un petit peu lâché l'obsession des chaînes d'infos en continu. Donc on se marre avec lui, je sais pas pourquoi il parle, de Poutine, du bouton nucléaire. On allume la télé, on tombe sur LCI, et qu'est-ce qu'on voit en synthé? Poutine / nucléaire, un risque d'escalade, point d'interrogation. Donc on rigole parce qu'on a une autre grille de lecture et qu'on lit entre les lignes et qu'on sait un petit peu comment se construit une propagande, surtout sur ces derniers événements. Et puis on se dit, mince quand même, si ce monsieur pense ça à moitié en rigolant, et ben il y a beaucoup de Français qui sont dans le même cas et qui sont perdus, vraiment paumés au milieu d'une masse d'informations anxiogènes, angoissantes. Et ça revient un petit peu à une grille de lecture qu'on a depuis des années entre collègues à Nexus, mais aussi dans d'autres médias indépendants. C'est ce constat qu'on est dans une guerre de l'information, mais pas que, on est dans une guerre de l'émotion. Et effectivement, c'est très bien ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a des Hanouna et d'autres qui invitent des gens à la télé pour les faire parler. Heureusement, ça donne un semblant, un petit bouffée d'air et de respiration quand même intellectuelle. Mais quand on analyse derrière la façade, on se rend compte qu'il y a encore quelque chose qui joue de l'intérêt de ceux qui détiennent encore ces médias et les autres, c'est-à-dire aller sur le terrain de l'émotion. Et on nous amène systématiquement sur le terrain de l'émotion, bon gré, mal gré, hein. Ça peut être une attaque ad hominem qui va faire réagir un journaliste comme ça. Non, moi je suis pas complotiste, non, les gens vont commencer à se défendre, donc ils rentrent tout de suite dans une forme d'émotion. Ça capte l'attention des gens. Et finalement, petit à petit, ça divertit, ça fait un petit peu diverger les gens du rationnel vers l'émotionnel. Et c'est quelque chose qui est très efficace, beaucoup plus que la propagande finalement. Parce qu'ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, on peut penser ce qu'on veut. Mais quand ils commencent à agiter des mots-clés, des éléments de langage, des insultes, on a vu avec tous les professeurs indépendants d'esprit, qui ont essayé de faire valoir une pensée autonome pendant le Covid. Bon, c'était charlatan, il est farfelu, c'est un escroc, etc. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas la question, c'est que ça nous amène instantanément sur le terrain de l'émotion et ça pousse, sans s'en rendre compte, les gens à se défendre et à sortir du terrain rationnel. Donc toute la difficulté pour nous, en tant que journalistes indépendants, c'est de revenir sur le rationnel, bien rappeler la différence entre fait et opinion. Essayer de demander à quelqu'un s'il arrive à faire la distinction entre les deux, souvent on a des réponses assez croustillantes parce que à chaque fois dans mon travail au sein de Nexus, surtout quand on a balancé vaccination, le plan mondial en mars 2019, donc c'est-à-dire un an avant le Covid, là on nous a traités de complotistes, de fous, de malades, on nous a dit vous êtes complètement fêlés les gars. Et non, je leur ai dit, ouvrez-le. Bon, ça peut être des amis, d'autres collègues. Je dis, ouvrez-le, regardez les faits, les sources, tout est sourcé. Hein. De toute façon, on essaie le maximum. Les gens n'ont pas le temps, ou même souvent quand ils le font, ils n'arrivent pas trop à faire la distinction. Ils nous disent, non, c'est votre opinion. Et c'est très révélateur, en fait, cette tendance à faire parler les opinions, du coup, à la télé, à mettre en scène tout ça. Ça fait que tout le monde peut avoir une opinion sur tout et n'importe quoi, et ça noie le travail des journalistes dans ce fatras, et ça rend les choses très compliquées. Ça c'était une petite parenthèse que je trouvais intéressante quand même, parce que là je vais revenir à des choses plus factuelles.
Et quelque chose de très factuel en refaisant un petit peu le récap d'archives, voilà, des infos qu'on a sur les subventions à la presse en France. On se rend compte qu'on est dans une presse subventionnée, donc on nous parle de la propagande russe, mais on pourrait parler de la propagande française. On voit très bien qu'entre les médias milliardaires et l'État, tout le gâteau, tout le spectre du PAF, du paysage audiovisuel et de la presse française, il est détenu entre quelques mains. Et presque tout l'argent des subventions va entre leurs mains. Alors je tiens à le préciser, Nexus n'a pas de subvention directe. On nous a déjà fait le reproche d'avoir une TVA presse. Donc effectivement, la presse en France peut demander à avoir un agrément presse pour bénéficier d'une TVA presse. Voilà, vous ne savez peut-être pas, mais ce qui fait de nous des super privilégiés. C'est-à-dire qu'on paye notre TVA à 2,10. Entre 2,10 et 20, ça fait une énorme différence. Ça rend notre métier viable, surtout pour les indépendants et les médias sans pub comme nous. Pour les autres, ça fait un petit peu plus de confort parce qu'ils sont subventionnés largement par leurs milliardaires et par l'État. Je donne un exemple, le Parisien, Les Échos, 16 millions d'euros en 2019, Le Figaro 6,4, Le Monde 6,3. Le Monde qui a à peu près tous les ans, entre 2014 et 2019, plus d'1 million d'euros de la fondation Bill et Melinda Gates. Voilà. Donc, c'est pas mal d'argent. Effectivement, ça explique aussi pourquoi les décodeurs du monde sont frileux lorsqu'on veut parler de Bill Gates et qu'ils les estampillent ça en fake news systématiquement. Je pense qu'ils devraient aussi creuser là-dessus. Cette puissance des médias mainstream, elle est énorme. Elle façonne les esprits. Comme je le disais, elle est contenue entre quelques mains. Niel, Kretinsky, Arnaud, Pigasse, Latouche, Bolloré, Lagardère, Drahi, Dassault, Bouygues, etc. Plus l'État, qu'on oublie souvent de citer, mais qui a beaucoup de radio et de télé. Cette construction du récit officiel, on l'a vu tous avec le Covid, elle a permis d'orienter les esprits. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ingénierie sociale. C'est pour ça qu'on a fait un dossier intitulé « Tous complotistes, la fabrique d'une autocensure de masse ». Parce qu'il y a non seulement la propagande médiatique et politique qui nous dit comment penser, mais il y a l'autocensure des journalistes qui s'impose très rapidement en fait, au sein des rédactions, si bien qu'un journaliste d'un média mainstream va vous dire « je ne suis pas manipulé, je suis libre ». Il se croit libre parce qu'il ne comprend pas qu'il a été choisi parce qu'il correspond aussi à une idéologie. Donc on n'a même pas besoin de lui dire quoi penser, il pense déjà comme le patron de presse. Et ce qui fait qu'on a des journalistes qui n'ont jamais remis en cause la parole de l'OMS, malgré le fait que Bill Gates, avec sa fondation, soit le principal subventionnaire, depuis que les États-Unis, avec Trump, ont arrêté de subventionner l'OMS. Donc c'est des informations très factuelles qui permettent d'orienter, d'avoir une grille de lecture. Et c'est à cette grille de lecture, en tant que journaliste et média indépendant, qu'on essaye avec l'équipe et tous les collègues, d'inviter les personnes, parce que tout le monde est capable. Tout le monde est capable de penser par soi-même. La seule différence entre vous et moi, et nous, journalistes, c'est le temps. Nous, on a le temps, on est payé pour ça. On n'est pas forcément très bien payé, mais en tout cas, on est payé pour ça. Et donc, du matin au soir, on passe notre temps à se farcir des informations et essayer de décortiquer tout ça et créer des liens, en tout cas voir les liens qui apparaissent. C'est pas le bon mot, créer, parce qu'on va dire bah, vous manipulez. En tout cas, voir les liens qui apparaissent, qui émergent. On parle de faisceaux d'indices. Hein, en justice, on peut très bien condamner quelqu'un sans preuve directe. Il suffit d'avoir des faisceaux d'indices. Et il y a beaucoup de faits qui nous font condamner aussi une certaine oligarchie, une certaine classe, certaines institutions, sans avoir les preuves directes. On dit souvent, vous n'avez pas les preuves. Vous n'avez pas les preuves que les vaccins sont nocifs. Non, j'ai pas les preuves directes sorties comme ça d'une étude randomisée en double aveugle sur 50 000 participants, voilà, d'une enquête qu'on aurait pu faire pour dire les vaccins sont nocifs. Par contre, on a des informations factuelles qui sortent des médias mainstream, heureusement. Il faut juste savoir les trouver, elles sont souvent dans des sous-rubriques. Elles restent comme ça discrètement, elles ne font pas la une. Par exemple, Le Monde, je vais vous sortir une information que vous n'avez peut-être pas vue. Je vais essayer de la retrouver. Tac. Ce que disent les documents sur les vaccins anti-Covid-19 volés à l'Agence européenne des médicaments, 16 janvier 2021. Donc on est avant l'obligation vaccinale, le pass sanitaire. Donc là je cite Le Monde.
Ces données dérobées puis diffusées sur le dark web montrent la pression à laquelle faisait face l'agence pour approuver au plus vite le vaccin Pfizer-BioNTech. Donc l'agence européenne des médicaments, c'est celle qui donne le laissez-passer pour les médicaments et les vaccins d'être déployés sur le territoire. Bon. Il y a eu une fuite sur le dark web qui est passée inaperçue. On a parlé rapidement. Et ils ont réussi à récupérer des documents. Merci aux journalistes du Monde. Merci à Lise Barnéou pour cet article. Et elle nous dit, je cite, « Les vaccins utilisés lors des essais cliniques possédaient entre 69% et 81% d'ARN intègre, c'est-à-dire la séquence entière permettant de fabriquer la protéine spike. » Voilà, dans les vaccins, comme on a tous pu le comprendre sans faire de cours de biologie, l'ARN est fabriqué, l'ARN fabrique la protéine spike dans le corps des personnes, et pour que cette transcription se fasse, ce travail, il faut que l'ARN soit plus ou moins intègre, ce qu'on ne nous a pas vraiment dit à la télévision. On ne se rend pas compte, mais l'ARN est très difficile à stabiliser dans un vaccin. Et du coup, ils ont on va dire une proportion à avoir pour que ce soit efficace, donc entre 69 et 80%. Je continue. En revanche, des données sur les lots fabriqués dans ces nouvelles lignes de production, parce qu'ils voulaient accélérer la cadence pour vacciner tout le monde, révélaient des pourcentages plus faibles, 59% en moyenne. Certains lots descendaient même jusqu'à 51 et 52%. Donc à la base, ils ont dit entre 69 et 81. On est descendu à 51. Un point bloquant, dit l'EMA, l'Agence européenne du médicament, le 23 novembre 2020. La journaliste continue, la question se pose en effet de savoir si ce taux d'ARN plus faible pourrait non seulement impacter l'efficacité de la vaccination, mais aussi sa sécurité, car qui dit moins d'ARN intègre, dit forcément, c'est moi qui l'ai dit, mais dit plus d'impuretés, notamment d'ARN tronqués. Ces ARN tronqués ne peuvent évidemment plus être traduits en protéines spike. Voilà. On injecte des gens avec un vaccin qui, des mois avant qu'on oblige à injecter, puisque c'était celui qui était plus massivement utilisé, n'était même pas sur la norme qui était établie entre l'EMA et Pfizer, dans cette norme entre 69 et 80%. Bon, ça paraît technique, mais ça veut dire que si demain vous achetez, on a eu le scandale de la viande de cheval, on a dit c'était des lasagnes à la bolognaise, la viande de bœuf, puis on a trouvé finalement des traces de cheval. Bon, quand on dit 100% bœuf, ça doit être 100% bœuf. Là, finalement, on a des vaccins où on dit 80% d'ARN et on se retrouve avec moitié moins. Donc ça pose question de savoir, dans ces produits qu'on injecte, comment ça se comporte chez les gens. Voilà. Ça s'appelle un fait. Et du coup, derrière, quand on accumule beaucoup de faits, on a beaucoup de points qui convergent vers énormément d'anomalies, énormément de flou. Et c'est ce qu'on essaye de faire transparaître, parce qu'il y a une sémantique qui s'est vraiment créée. Et l'ingénierie sociale, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire passer des faits pour des opinions, en créant un univers polarisé. Je parlais tout à l'heure du fait que dans les grands médias mainstream, même si on a invité des grands professeurs pour avoir une vision divergente, finalement, on a créé ce monde polarisé pour ou contre, vacciné ou pas. Alors on invitait les gens, on leur disait « Est-ce que vous êtes vacciné ?» C'est une question qui ne se posait pas il y a encore quelques années. C'est hallucinant d'avoir intégré cette question dans le champ audiovisuel et même entre les citoyens qui devaient se contrôler. On a fait descendre le niveau de contrôle d'un bloc et ça s'est horizontalisé pour créer des tensions, pour favoriser les divisions et donc pour toujours rester dans le terrain émotionnel. Et cette biodiversité des médias dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, elle s'est tellement étiolée que finalement, ça paraît normal aujourd'hui d'entendre à la télé quelqu'un, un journaliste qui demande à un invité s'il est vacciné ou pas. C'est de la folie. Donc, je suis désolé, je me suis un petit peu étalé sur ce point, mais je trouvais ça important comme exemple, parce que je voulais vous parler de Bernays, propaganda, je voulais vous parler des notes de la CIA sur l'ingénierie sociale aussi. Bon, vous verrez dans le dossier, si vous voulez lire Nexus, vous verrez sur Internet, tout ça c'est des informations qu'on peut trouver en fouillant, mais comment on a conditionné depuis 60 ans, depuis 55 ans les gens avec des méthodes qui sont issues de la CIA. Conspirationnisme, c'est un terme qui apparaît après l'assassinat de JFK pour faire taire toutes les voix dissidentes. Il y a des notes de la CIA qui partent dans toutes les agences de la CIA aux États-Unis quand ils veulent réhabiliter la commission Warren, qui veut imposer l'hypothèse du tireur unique, qui fait que ce mot conspirationnisme
s'est imposé dans les médias occidentaux petit à petit, et finalement on le retrouve maintenant dès qu'il y a un événement qui est critiqué, remis en cause, dès qu'une version officielle est remise en cause, ce mot conspirationnisme vient comme une étiquette, comme une disqualification, mais on pourrait aligner les faits sur le Covid-19, l'Event 201, le passeport, moi ici je cite mars 2019, le Nexus, on parle de carnet européen de vaccination. Je vous aurais dit ça il y a 3 ans, 3-4 ans, vous m'auriez dit que bon, c'était un peu tiré par les cheveux. En fait, tous les faits sont devant nous, et les agents médiatiques et politiques qu'on a au-dessus et en face de nous sont là pour semer le doute, semer la confusion et semer de l'émotionnel, pour nous faire perdre un petit peu nos moyens, diluer le rationnel là-dedans, et créer un flou, une opacité qui évite aux Français de réfléchir. Et le travail des médias indépendants comme Nexus, c'est vraiment de remettre de la réflexion dans le débat, c'est de vraiment éclairer au maximum les échanges, les informations, qu'on ait un débat éclairé, comme on veut nous faire croire, et qu'on puisse avoir des décisions politiques, au sens vraiment noble du terme, entre citoyens, la chose publique, qui soient à la hauteur des enjeux. Et je vous invite, et je vais finir, je vous invite vraiment à soutenir tous les médias indépendants, vraiment tous les journalistes indépendants, mais pas que les médias comme Nexus, même les journalistes sur YouTube qui font des Tipeee, tous les gens qui ont en face d'eux une machine de guerre, de censure, parce qu'on est censuré constamment sur Facebook, sur YouTube. C'est vraiment quotidien. Allez sur les réseaux alternatifs le plus possible, Odyssée, etc., même si ceux-là ne sont peut-être pas les plus indépendants. Essayez de diversifier vos sources, et croyez en votre capacité à réfléchir et à penser. Merci. Merci beaucoup. On est presque dans le temps. Donc ça va disponible comme intervenant pour vos questions supplémentaires. On va accueillir, last but not least, Myriam Palomba.